Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast dans lequel on a placé toute notre âme pour devenir immortel. Salut, moi c'est Anaïs et mon sang est parfaitement démêlé. Et moi c'est Marie et apparemment je suis Rhésus négatif, donc je ne sais pas. Cette semaine, on se plonge dans un volet à la fois fun et très très triste, avec plein d'histoires d'amour adolescente et une mort vraiment marquante. Oui. On explore Harry Potter et le prince de sang mêlé, le 6e volet de la saga, qui est sorti en 2009, qui a été réalisé par David Yates, comme tous les derniers volets de la saga, et qui est sorti donc 2 ans après la sortie du dernier tome. Donc on avait déjà passé le cap des livres à ce moment-là. On savait comment ça finissait. Moi je savais pas comment ça finissait. Comment ça ? Je n'avais pas lu le dernier tome, mais je n'ai pas vu ce film, donc je savais pas. D'accord. En 2009, tu veux dire ? Ouais. Je sais toujours pas comment ça finit. J'ai beau avoir vu les films. De toute façon, en fait, il y a un petit problème avec ces films, c'est qu'apparemment, ils sont trop complexes pour toi, on va l'entendre. C'est alambiqué, en fait, à chaque fois, ces histoires-là. Faut qu'il se soit incarné, qui possède une meuf qui met du sang sur les murs. Et là, il y avait une pétale de fleurs dans un bol qui était à la mère de Harry Potter. Oh là là. C'est complexe. C'est trop complexe. Non, je comprends rien. C'est trop dur pour toi. Je comprends rien, je suis trop bête. J'en ai marre d'être toute bête. Bah oui, je comprends, c'est difficile. Non, mais juste les détails, quoi. Il y a trop de détails. Mais d'habitude, tu t'y attaches pas trop, donc... Ouais, mais justement, évacuez-les. D'accord. On va faire ça pour Anaïs. Il faudrait... En fait, tu sais, les œuvres simplifiées, parfois, t'as les livres... Exactement. Version simplifiée pour les moins de 9 ans. Ouais, moi, j'ai lu Le Rouge et le Noir, version BD, tu vois, quand j'étais jeune. Ah. J'ai trouvé ça super bien. Waouh. Petit disclaimer avant de poursuivre cet épisode, des travaux avaient lieu à côté de Slate au moment de l'enregistrement, donc il se peut que vous entendiez des petits bruits derrière, mais dites-vous que c'est l'ambiance Poudlard en temps de guerre, voilà. Ravalement de façade à Poudlard. Exactement. Bon, honnêtement, j'avais un assez mauvais souvenir du film et le livre, là je l'ai relu et je me suis dit en fait il est très fun par plein d'aspects, mais le problème c'est qu'il y a aussi d'autres aspects un peu plus chiants. Enfin, le film, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il est un peu tiraillé entre les deux, entre le chiant et le fun. Et il y a eu les moments où c'était chiant, étaient assez chiant pour toi. Ouais, terriblement chiant. It's no, darling mate. It must be important. If it wasn't, Dumbledore wouldn't ask. Oh, quel ennui. Ouais, mais hop. Quel terrible ennui. C'est bien, tu es dans la mesure. Ouais. Bon, il a quand même des bons côtés. De dos, par exemple, il est bien. Non, il a des bons côtés, on va en parler. Il y a des intrigues amoureuses adolescentes qui sont très très fun, donc il a quand même des aspects vraiment cool. Mais avant de passer aux détails de l'intrigue, il faut revenir sur le fait que tu n'avais pas vu ce film, que tu te souvenais à peine du livre, et vraiment tu es paumé en fait dans cette saga, très clairement. Arrête de m'insulter. Vraiment, t'es conne. Mais on a décidé donc j'ai décidé de tester tes connaissances avant le visionnage. Tu n'as jamais vu le 6 ? Non, c'est vrai. Tu as lu le 6 ? Oui. Tu t'en souviens ? Ouais, je me souviens que Dumbledore meurt dans une espèce de grotte ou de tunnel ou de truc un peu où il flotte dans les airs, un truc comme ça. Ok. C'est absolument tout ce dont je me souviens. Tu sais qui est le prince de sang mêlé ? C'est Voldemort ? C'est pas Voldemort. Ok. C'est qui va être professeur de défense contre les forces du mal ? Aucune idée. C'est pas le père de Malfoy ? Non. Non, je sais pas. Comment est-ce qu'il meurt, Dumbledore ? Eh ben, je t'ai dit, il est dans un trou. Il tombe. Et il est avec Harry Potter, et je crois que c'est parce qu'il veut sauver Harry Potter. Qui est responsable de la mort de Dumbledore ? Bah, ça doit être Voldemort, j'imagine. Putain, tu te souviens vraiment de rien, c'est magnifique. Et bon, on va regarder tout de suite, parce que je ne dis pas... Ah, tu sais ce qu'est un Horcrux ? Franchement, les Horcrux, les Patronus, les Animagus... Non, c'est un truc, c'est lié à... Si, c'est comme le carnet, là, c'est ça ? Ouais. C'est des objets qui contiennent Voldemort, un peu.
Bravo. Ok. Moi, mon rapport à ce livre et ce film, je crois que j'ai vu le film une seule fois. Ok. Et j'ai même pas le souvenir en fait du film, mais je les ai tous vus, donc à mon avis je l'ai vu. Et j'ai lu le livre peut-être 3-4 fois, mais pas plus. C'est tout. Raisonnable. Et je l'ai lu pour la première fois La première fois que je l'ai lu, c'était en anglais, et je me souviens que j'avais l'impression que j'avais mal lu quand c'était la mort de Dumbledore. Ah bon? T'avais l'impression que t'avais mal lu? Parce que je me disais, c'est pas possible, il peut pas être mort. Donc j'ai relu la page 5 fois en me disant, c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème de compréhension en anglais. Moi, je crois que j'avais peut-être pleuré. Bon, pour moi, dans les livres, c'est peut-être le moins bon. Il y a des trucs que j'aime beaucoup dans les livres. Est-ce que tu te souviens des histoires d'amour ou des choses comme ça? Peut-être que c'est là qu'il y a un rapprochement avec Ginny. Let's go. J'ai fait une grande école, le saviez-vous? Il m'arrive de réussir à connecter mes neurones de temps en temps. C'est rare, mais... Mais ceci dit, c'est marrant parce que moi, j'étais quand même choquée quand tu m'as dit que c'était Voldemort qui avait tué Dumbledore. Je me suis dit, oula, la meuf se souvient vraiment, vraiment de rien. Et en fait, ça t'est revenu d'un coup. T'as eu une espèce de moment eureka pendant le visionnage. C'était assez beau à voir. Assez tôt, d'ailleurs. Enfin, je crois que c'était au bout de 10 minutes de film, un truc comme ça. C'est bien. Non, c'est Rogue qui tue Dumbledore. Boum. Ça sortait de nulle part en plus, c'est ça qui était bien. Mais c'est un peu comme ça que fonctionne ma tête, je crois. Ce qui est marrant, c'est que par contre, je me souviens très précisément de où j'étais et la position dans laquelle j'étais quand j'ai lu le chapitre sur la mort de Dumbledore. Moi aussi. Ouais. Donc ça veut dire quand même que c'est un moment qui m'a vraiment marqué, parce que ça me fait pas ça avec tous les livres non plus. Et c'était il y a très très longtemps, mais j'en garde un souvenir très clair. Ah, moi aussi. J'étais dans ma chambre d'adolescente, sur mon lit, une place. Et Moi, j'étais genre 3h du matin. Moi, j'étais assise par terre face au mur. Pourquoi? Honnêtement, j'en souviens plus, mais je me souviens que j'étais assise comme ça dans le salon. Il était 3h du mat, du coup, le sommeil commençait à se faire ressentir, et du coup, je m'étais mise accroupie sur mon lit pour ne pas m'endormir, tu sais, pour plus être allongée. Donc, j'étais à 4 pattes presque sur mon lit en train de lire pour finir. Et j'avais été très choquée. Quel grand moment. Bon, il est l'heure, Anaïs, de faire le résumé. Oh là là. En 30 secondes. Malfoy devient un mange-mort, et sa mission, c'est de tuer Dumbledore. Et ensuite, Rogue fait un vœu magique où il promet de protéger Malfoy et d'accomplir sa mission à sa place si Malfoy n'arrive pas à l'accomplir. Et donc évidemment, on sait que c'est comme ça que Rogue va tuer Dumbledore. Et en attendant, ils vont à l'école et il y a plein de potions et tout le monde tombe amoureux de manière consentie ou pas, selon les cas. Et voilà. Et à la fin, Dumbledore meurt dans un trou. Avec des golems. Et il y a toute une quête aussi. Dumbledore initie Harry à la notion de Horcrux, lui explique ce que c'est, ce qui va être assez crucial pour la suite. Il va falloir collectionner les Horcrux comme les Pokémon pour détruire Voldemort. Exactement. Est-ce que tu as des questions, Anaïs? Oui, le sang mêlé, de quoi il se mêle au juste? T'as pas d'autres questions? J'ai plein de questions. Et elles sont dans un carnet qui est actuellement posé dans ma cuisine. Ah merde. Sérieux? Je suis désolée. Tu t'en souviens pas? Non. Tu te souviens d'aucune question? Bah non, parce que c'est la raison pour laquelle je les écris, c'est pour qu'elles soient plus dans ma tête. Donc, Ah, du coup, ton résumé de 30 secondes, il était là-dedans aussi? Sans doute. D'accord, je comprends mieux. Bon, s'il y en a qui te revient au fur et à mesure, tu me fais signe. Tu avais une question pendant le visionnage, en tout cas, une question très intéressante à laquelle je ne pourrais pas répondre. Ah ok, il était orphelin et Dumbledore. Ils étaient obligés de les appeler en or tous les deux, je les comprends. Était-il obligé? Non, ils l'ont fait. Ouais, parce qu'en plus c'est Albus et Severus, et donc parfois... Non, Voldemort, il s'appelle pas Severus. Ah non, ça c'est Rogue. Mais tu vois, c'est... Enfin, moi je trouve que c'est trop compliqué. Voldemort, il s'appelle Tom, c'est facile. Et Voldemort, en plus, c'est pas son nom à la base, c'est Jedusor, jeu du sort. Et est-ce que l'existence de Voldemort implique aussi l'existence de Voldevie ou... Écoute, on pourrait peut-être arguer que Harry est Voldevie. C'est vrai, ça? Voilà. Je propose que... Et est-ce que quand Dumbledore, après, Dumbledore se réveille? Plus maintenant. C'est ça. Là, il est Dumbledore pour toujours. Exactement.
Je me demande ce qu'il y avait dans ce carnet, parce que là, c'est de l'impro et c'est d'une qualité exceptionnelle. Ouais. Bon, t'as pensé quoi du film ? C'est vrai que je me suis vraiment fait chier quand on l'a regardé. Après, je crois que j'étais assez fatiguée. Je l'ai revu et honnêtement, je trouve qu'il fonctionne bien à la revoyure. On y reviendra, mais c'est un film qui a pas mal de complexité quand même et je le trouve très intéressant sur plein de points, même s'il y a plein de choses auxquelles je suis pas très réceptive, notamment le visuel. Mais je trouve que c'est un film qui est moins préoccupé que les autres par une intrigue très simple, genre la Chambre des secrets, le troll, un truc comme ça. Et donc, ça respire un petit peu. C'est évidemment comme le 5, une fois qu'on a passé la coupe de feu, on voit que c'est un film plus adulte. Et donc, c'est assez appréciable. Mais du coup, c'est vrai que sur 2h30, en fait, tous ces films sont vraiment trop longs, je trouve. Quand on les découvre à l'âge adulte et en n'étant pas passionné par l'univers d'Harry Potter, j'ai un peu envie de couper dedans. Je pense que le 6, ce qu'il a d'un peu ingrat, c'est qu'en fait, très clairement, alors que par exemple le 5 ou le 4 existent en eux-mêmes, le 6, il est là aussi pour préparer à la confrontation finale et à la quête des Horcruxes, qui va être un peu la façon de détruire Voldemort. Et c'est la fin de Dumbledore qui protégeait Harry et qui était toujours une ressource pour lui. Et maintenant, Harry est seul, quoi. Enfin, il n'est pas vraiment seul, mais il n'y a plus personne entre lui et Voldemort. Et donc, c'est un volet de la saga qui est un volet de transition avec tout ce que ça a de bien, parce qu'il y a plein de moments assez cool, en fait, dans le livre. Là, franchement, en le relisant, ça a été un plaisir, mais c'est aussi parce que j'ai sauté tous les chapitres où ils font des flashbacks dans la vie de Voldemort, parce qu'il y en a beaucoup plus dans le livre que dans le film. Dans le film, ils en ont gardé que 2, et c'était un bon choix, je pense. Mais tout l'aspect école et tout ça, parce qu'on sait en plus que c'est la dernière fois qu'ils y sont, tout ça, c'est assez plaisant. Et je trouve que le film le retranscrit assez bien. Moi, je savais pas que c'est la dernière fois qu'ils y étaient. À l'école ? Ouais. Je sais qu'ils vont camper sur le lac, mais je pensais pas qu'ils passaient 2 films entiers à camper sur le lac. Allez, ils vont pas passer 2 films entiers à camper sur le lac, Anaïs. Oui, mais je pensais qu'il y aurait quand même du Poudlard dans les Il y a du derniers Poudlard. films. Ah voilà. Mais il n'y a pas du Poudlard comme il y avait du Poudlard jusqu'à maintenant. Tu te doutes bien que vu que Dumbledore est plus directeur de l'école et tout ça, ça va pas être le Poudlard où on va en cours de façon mignonne et qu'on se réchauffe autour du feu dans la salle commune, quoi. Pourquoi pas. Ils peuvent nommer un autre directeur. Quoi tu vas voir, pourquoi pas. C'est mignon. Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans le film ? Imagine, c'est comme quand Richard Descoings est mort, on dit Sciences Po n'existe plus. Oui, mais Richard Descoings, c'est hyper dark ce que je veux dire. Richard Descoings n'avait pas été tué par un serviteur d'un mage noir qui voulait prendre le pouvoir en France. Ça va partir en théorie du complot. C'est ça. On va appeler Raphaël Baquet pour c'est ça, pour en savoir plus. Pour tester cette théorie. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le film ? J'ai beaucoup aimé les rapprochements entre Ron et Hermione. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Oh. Et ouais, honnêtement, ça. Et puis il y a de très beaux plans quand même dans le film, je trouve. Pourtant, t'as pas aimé le film visuellement, on va y revenir. Ouais, mais c'est complexe. D'accord, ton rapport avec ce film est complexe. Et qu'est-ce que t'as le moins aimé ? Les flashbacks avec petit Voldemort. Ouais. Vraiment, on s'en tape. En vrai, on s'en tape pas, c'est ça le problème, c'est que... En fait, c'est comme dans The X-Files, tu vois, il y a des moments de mythologie où c'est un peu chiant, mais c'est parce que t'es censé avoir une histoire un peu plus large que le chapitre dans lequel t'es, quoi. Ouais, mais là, en fait, c'est inséré de manière tellement abrupte, je trouve, dans le film, et de manière tellement artificielle, et visuellement aussi, d'une manière qui tranche beaucoup avec le reste des films, que ça fait une espèce de copier-coller un peu indigeste et pas très intéressant. Je suis d'accord. Après, je pense que ça aurait pu être bien, bien pire. Parce que vraiment, il y a beaucoup plus de souvenirs. C'est-à-dire que dans le livre, on retourne avant même la naissance de Voldemort, quand ses parents se rencontrent et le fait en fait que la mère de Voldemort avait en fait utilisé une potion pour séduire le père. Ah, donc il y a tout un lien avec les potions d'amour. Et du coup, tu vois comment il est né, dans quelles circonstances et sa famille et tout ça. Tu vois aussi, on revient sur son premier meurtre. Enfin, il y a plein de... Donc, après, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi un roman à clé, quoi, où tu vas devoir deviner un peu avec Harry et avec les autres dans quel objet il pourrait avoir investi émotionnellement assez pour le transformer en Horcrux, quoi. Ouais. C'est un peu ça, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que c'est juste mal fait dans le film. Mais en soi, moi, j'avais quand même une curiosité sur certains aspects de la biographie de Voldemort. Et non, mais tu vois, je trouve ça intéressant que
Dumbledore aille lui rendre visite à l'orphelinat et enfin de voir un petit peu le développement de ce personnage. Sur le papier, j'aime bien, mais dans les faits, je trouve que c'est mal fait. Et c'est marrant ce que tu dis sur la potion d'amour parce que c'est un élément tellement central de plusieurs intrigues dans ce film-là, dans ce tome-là, que je trouve ça dommage que ça ait pas été mentionné. Alors après, si t'es fan des livres, du coup, tu le sais déjà, mais le film joue tellement sur le contraste entre la légèreté des amours adolescentes et le poids énorme des responsabilités et des enjeux de vie ou de mort que subissent beaucoup des personnages, que avoir un lien où la potion d'amour fonctionne sur les deux terrains comme ça, genre d'un côté avec Voldemort et d'un côté avec les gamins à l'école, bah, je trouve ça hyper intelligent thématiquement, donc c'est dommage que ça ait été évacué dans le film. Oui, et surtout, en fait, ça explique aussi, bon, après, ça, c'est un peu de la mythologie pour vraiment les fans, mais ça explique le fait que Voldemort n'est vraiment pas né d'un amour, c'est un amour forcé, quoi. Et donc, ça explique pourquoi il a jamais connu ça. Après, il a été placé en orphelinat et c'est complètement absent de sa vie et même de sa création. Il est né sur un mensonge et sur une manipulation. Alors que Harry, lui, a été protégé par l'amour. Oui. T'as tout un truc autour de ça et par un amour qui était pur, quoi. Mais moi, je trouve ça hyper triste. De quoi ? C'est comme quand Harry, dans le 5, il insulte Voldemort et lui dit « Tu connais pas l'amour et t'as jamais connu l'amour ». Ouais, c'est cruel. C'est hyper méchant, quoi. En fait, tu choisis pas le fait d'être dénué d'amour de tes proches. Et donc, c'est le fait que le plus grand méchant de la saga, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu droit à l'amour, c'est hyper triste. C'est vrai que même moi, en le disant tout à l'heure, j'y ai pensé. Enfin, je me dis que c'est un peu horrible de transformer quelqu'un qui est né de manière... Enfin, tu choisis pas la manière dont t'es né et tout ça. Après, il y a d'autres éléments chez Voldemort, et puis tu pourrais dire que Harry, bon, il a peut-être connu l'amour de sa mère la première année et de son père la première année de sa vie, mais après il a été maltraité et il a reçu aucun amour pendant les 10 premières années de sa vie et ça l'a pas transformé en monstre du tout. Donc ça dépasse ça aussi. Voldemort, il vient d'une famille c'est des descendants de Serpentard qui étaient assez horribles. Donc il avait vraiment tout un background qui le préparait. Enfin, il vient d'une lignée de psychopathes un peu. Ouais. Donc il était prêt, quoi. Tu le disais, il y a tout un aspect de ce chapitre qui est dédié aux histoires d'amour. C'est la partie la plus fun, très clairement. Et franchement, dans le livre, c'est aussi la partie la plus fun. C'est trop bien parce que tu as encore l'aspect justement adolescent avant qu'il y ait cette dernière... grosse confrontation finale dans le dernier livre et tout ça. Là, il y a encore ces petits éléments plus légers. Il y en a vraiment beaucoup. Et ça t'a pas mal enthousiasmé, je pense. Grave. Oh oh oh! Ça a pécho cet été. Wouldn't mind getting on a first name basis now, you know what I mean? Bébé, c'est la fête du slip, hein? Bah ouais, ils ont 16 ans. Hein. Bah ouais, ça devrait jouer la foupouille, hein. Vous voyez, tout le monde a la culotte en feu dans ce film. La première histoire majeure, c'est l'histoire entre Harry et Ginny, qui dans le livre est un peu bâtie de façon assez subtile depuis... Le 5e volet, tu sens qu'elle commence à prendre beaucoup plus de place, en fait, et beaucoup plus d'importance, et elle a elle-même une histoire avec quelqu'un d'autre, donc, elle devient de plus en plus cool et de moins en moins timide, donc c'est assez... Et à la fin du 5, je me souviens que moi, je m'étais dit, quand je l'avais vu la première fois, oula, il va se passer un truc entre eux, parce que il la regarde partir, et il voit ses cheveux qui se balancent, ou un truc comme ça, et il n'y a pas de réflexion dessus, il dit pas où elle me plaît, ou des choses comme ça, mais le fait qu'il note ça, tu te dis, il va se passer quelque chose. Dans le livre, moi, j'adore le rapprochement entre Ginny et Harry. C'était un énorme truc pour moi à l'époque, quand j'avais lu les livres. Dans le film, je suis beaucoup moins fan. Toi, t'en as pensé quoi ? Moi, c'est l'inverse. Je me souviens que j'étais très réfractaire à ce rapprochement quand j'ai lu les livres, parce que au tout début, quand j'ai lu les 3 premiers et que j'étais vraiment gamine, j'imaginais que Harry, le héros, finirait avec le personnage féminin le plus important qui était Hermione. Et donc, j'étais un peu agacée quand je sentais que c'était pas la direction que les livres prenaient et que clairement ça se dirigeait vers un rapprochement entre Ron et Hermione. Je trouvais que le fait de mettre les 2 sidekicks ensemble, je sais pas, ça me paraissait pas évident. Et donc, j'étais un peu contre. Je me disais, mais c'est qui celle-là, Ginny ? En fait, pour moi, le OTP, même si je n'avais pas de notion de ce qu'était un OTP à l'époque, donc One True Pairing, vraiment le couple qui est censé avoir l'aboutissement final dans l'histoire, j'imaginais qu'il devait être bâti dès le début
Et comme ça n'avait pas été le cas avec Ginny, ça m'énervait. J'avais l'impression que c'était un peu l'intérêt romantique ex machina, quoi, qui arrive, tu vois, comme une fleur, là, dans le 5 ou le 6. Bon, elle arrive pas, elle est là depuis le début et elle a un crush sur Harry dans le 2e. Enfin, c'est un truc où elle ose pas parler devant lui et tout ça, quoi. Oui, mais il n'y avait pas de romance, tu vois, qui avait été un peu bâtie ou préparée, ou en tout cas, moi, je l'avais pas ressenti quand je lisais les livres, parce que mon attention, justement, elle était focalisée sur un rapprochement entre Harry et Hermione. Et donc, je me souviens qu'en lisant les livres, ça me plaisait pas. Et maintenant que beaucoup de temps s'est écoulé, je sais comment ça finit et je m'en tape un peu. En fait, je trouve que le rapprochement avec Ginny fonctionne assez bien parce que moi je l'aime beaucoup, contrairement à toi. Enfin, j'aime bien l'actrice et je trouve qu'elle fonctionne bien dans ce rôle-là. Et je les trouve choupis tous les deux. Et je trouve qu'en même temps, ça prend pas trop de place. Donc, c'est bien aussi. Non, Mais j'ai senti que tu étais particulièrement énervée en regardant le film. Et puis, vraiment, t'aimes pas cette actrice, quoi. Après, non, j'ai rien contre l'actrice en elle-même. J'ai pas du tout... Mais je pense qu'en fait, elle incarne pas la Ginny telle que je l'imaginais dans les livres. En fait, Ginny, après, c'est un peu un trope dans les livres. C'est la cool girl, quoi. Enfin, c'est vraiment la meuf qui, comme elle a grandi avec plein de frères, enfin, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais qui est hyper bonne au Quidditch, qui se laisse pas faire, qui va envoyer péter les gens, qui défend toujours, par exemple, Luna, c'est toujours elle qui la défend auprès des gens qui la harcèlent ou des choses comme ça. Et elle a vachement de personnalité, en fait. Et si elle était effacée au début, c'est parce qu'elle était timide face à Harry et qu'elle est très amoureuse, enfin, elle avait un énorme crush sur lui. Mais après, ça devient une des filles les plus populaires où elle enchaîne un peu les mecs et elle est cool, quoi. Et en fait, même si c'est peut-être un cliché, tu comprends aussi, il y a un truc de facilité et de légèreté. Enfin, c'est une évidence un peu entre eux, même si au début Harry se l'admet pas trop parce qu'il a peur que ça passe mal avec Ron. Et donc, dans le livre, c'est assez grisant parce que c'est vraiment, tu sens... et moi, j'aimais bien justement le fait que, déjà, Hermione et Harry, je les ai jamais vus ensemble. Enfin, dans ma tête, c'était pas du tout vers là où ça se dirigeait, quoi. Et j'aime bien, justement, que le personnage féminin principal et le héros n'aient pas du tout d'ambiguïté romantique. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs amis et qui se comportent de manière hyper fraternelle, en fait, et que c'est même pas une question entre eux, en fait. Parfois, on projette ça sur eux, mais eux, c'est vraiment, ça leur traverse pas l'esprit, et j'ai toujours trouvé ça assez cool. Mais moi, je suis d'accord avec ça, hein. Enfin, c'était juste pas mon opinion quand j'avais 9 ans. Mais... Non, mais ça, c'est normal. Je trouve que Bonnie Wright, qui joue le rôle de Ginny, est une très bonne Ginny dans le 2 et le 3, parce que c'est encore, justement, un personnage qui est timide. Je trouve que quand Ginny est censée prendre plus d'ampleur, être plus cool, être plus charismatique, là, ça suit pas. Pour moi, clairement, elle a un côté beaucoup trop timide. Tu sens, déjà, c'est pas une très bonne comédienne, et tu sens que c'est quelqu'un elle-même de timide. En fait, ça transparaît à travers son interprétation, et elle a pas du tout le charisme et la fougue que devrait avoir Ginny, parce que Ginny, elle envoie péter les gens, et même Harry, parfois, elle lui dit, c'est bon... Il y a un truc, elle est moqueuse, mais moqueuse de façon gentille, mais elle est un peu sarcastique et tout ça. Et ça, tu le sens pas du tout, quoi. Ouais, en fait, ça me fait penser à ce que tu disais sur Dumbledore, c'est-à-dire que comme moi, qui est Ginny dans les livres, c'est vraiment quelque chose dont je me souviens absolument pas. C'est sûr que celle des films me paraît pas particulièrement charismatique, mais j'aime bien ce personnage-là tel qu'il est. Et j'aime bien le fait qu'elle soit pas si cool que ça ou populaire que ça dans les films. Et le fait que, justement, il n'y a pas un magnétisme énorme autour d'elle et Harry développe quand même un crush sur elle. J'aime bien, tu vois. Ouais, bon, je le vois pas. Mais tu l'as pas mal défendu pendant le visionnage. Take my hand. Mais stop la Ginny hate, là. Voilà, c'était ça ta défense. Et t'étais assez enthousiaste au sujet de leur rapprochement. Ils sont où les adultes? En même temps, c'est un peu sexy là. Elle va lui faire un bisou. Elle va lui faire un bisou. Elle lui a fait un bisou. Il y a une scène là où je disais où ils sont où les adultes, c'est une scène où ils sont pris un peu pour cible, pas un peu même carrément pour cible quand ils sont au terrier chez les Weasley pour Noël par les Mange-Morts. Alors ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, il y a même pas ça dans le livre en fait. Ça n'existe pas cette scène. Ok. Ouais. Ils passent Noël tranquille. D'accord. Moi, j'aime bien cette scène. Oui, je la trouve assez belle visuellement et j'aime bien justement. Enfin, c'est là qu'on sent un rapprochement qui est forcé parce que les circonstances font que Ginny et Harry sont en danger et donc ils vont se protéger l'un l'autre et donc c'est une bonne manière de mettre en action visuellement
un rapprochement entre les deux personnages. Oui, et puis même, elle se met en danger pour le protéger. Enfin, c'est-à-dire qu'elle le poursuit en courant parce qu'elle est inquiète pour lui, quoi. Donc, on sent qu'elle a vraiment des sentiments très forts. Ouais, donc moi, j'aime bien. Ouais, non, ça marche pas. C'est pas grave. L'autre histoire sur laquelle on est plus d'accord, c'est bien sûr celle entre Hermione et Ron, là, qui devient bien plus évidente, puisque, en fait, il y a des moments où on sent vraiment qu'il y a un intérêt mutuel, mais qui ne se l'admettent pas forcément. Déjà, tu étais très, très enthousiaste sur ces petits moments du début. Oh, elle est trop amoureuse de Ron, elle veut trop l'aider. Qu'il est gracieux. Oh, trop mignon. Hermione, c'est un personnage qui est très pragmatique, très rigoureux, et donc c'est très jouissif de la voir s'attendrir un petit peu et de l'avoir montré un côté beaucoup plus vulnérable et en perte de contrôle, parce que c'est vraiment ça qui lui arrive dans ce film. Elle maîtrise pas du tout son crush sur Ron, et en plus elle est un peu impuissante parce que lui, il a une histoire avec quelqu'un d'autre, et ça montre une autre facette de ce personnage qui est très attendrissante. L'histoire avec quelqu'un d'autre, justement, c'est une histoire avec Lavender Brown. Ce qui est marrant, c'est que t'es là, elle sort d'où celle-là ? Lavande brune. Ou lavande marron, carrément. Mais ce qui n'a aucun sens. Non. Enfin si, une fois qu'elle est un peu séchée, elle devient marron. Oui, mais c'est un nom de famille et un prénom. Est-ce qu'Anaïs Bordage a du sens ? Oui, parce que bordage, ça veut dire qu'on était au bord de âge, je sais plus ce que ça voulait dire, mais c'était genre au bord du ruisseau, tu vois. D'accord, mais Anaïs, bord du ruisseau. Anaïs, ça veut dire la grâce en hébreu. La grâce au bord du ruisseau. Exactement. Et ça veut dire je t'aime en tahitien. Selon les exposés que j'ai fait sur mon prénom quand j'avais 6 ans et demi. Ok, super, bravo. Je sais pas comment poursuivre après ça, en fait. Là, en fait, j'ai relu le livre depuis, donc je suis un peu perdue. On est d'accord, c'est juste que Lavender, est intéressée par lui, et elle montre qu'elle est intéressée par lui, et au moment de la célébration d'un match, ils commencent à s'embrasser, c'est ça ? Oui, c'est quoi l'autre en alternative ? fait, il y a un moment déclencheur dans le livre, parce que Ron, il calcule pas du tout Lavender dans le livre, et il est hyper content d'aller avec Hermione à la soirée de Noël du prof Slughorn, là. Jusqu'au moment où, en fait, Ginny est tout le temps en train de rouler des pelles à Dean Thomas dans les couloirs et tout ça. Et Ron est hyper chiant. Il est tout le temps en train de lui dire « T'as pas honte de faire ça » ou « Tu peux pas faire ça ailleurs » ou des choses comme ça. Et au bout d'un moment, Ginny lui dit « Arrête de me saouler, en fait, tu me contrôles pas, je fais ce que je veux. On était dans un couloir désert, on a le droit de s'embrasser si on veut. Et c'est pas de ma faute si toi, t'as jamais embrassé quelqu'un. » Et que juste, t'as le seum, quoi. Ils ont une dispute et il dit « Juste parce que je fais pas les choses en public, tu sais pas ce que j'ai fait dans ma vie ou je sais pas quoi. » Et là, elle lui dit « Harry, il a eu Cho, Hermione, elle a eu Victor, toi, t'as eu personne, quoi. » Enfin, elle est pas très sympa, mais c'est aussi parce qu'il a été vraiment relou et qu'il a essayé un peu de la contrôler. Et ça, c'est un élément déclencheur pour lui. C'est-à-dire que le fait que Hermione ait embrassé Victor et qu'on lui rappelle ça, sa fierté est piquée et il se sent hyper mal, et c'est là qu'il va aller chercher Lavender. Donc c'est ça qui va déclencher ça. Il n'y a pas ça dans le film, dans mon souvenir. Non, c'est pas dit de manière explicite ou montré de manière explicite comme ça, mais on le comprend bien. On comprend que Ron se sent un peu mis de côté sur les relations amoureuses qui sont partout dans ce film. Parce que c'est vrai qu'il y a même dans plein de plans du film, on voit d'autres personnes qui sont en train de s'embrasser, de se bécoter. Enfin, c'est vraiment le truc où genre ça y est, c'est tous des ados et tout le monde est en train de se mettre en couple et de se rouler des pelles. Et donc on comprend très bien psychologiquement ce qui peut se passer pour Ron. Et donc il y a une fille qui est en plus très jolie qui lui témoigne de l'intérêt. Il a absolument rien à faire, c'est-à-dire qu'elle se jette sur lui. On comprend pourquoi ce serait facile, même s'il n'est pas plus intéressé que ça, de dire bah oui, allez, let's go, jusqu'à ce qu'elle devienne hyper pénible. Moi, ce que j'ai eu plus de mal à comprendre quand on regardait le film, c'était si l'intérêt que Lavender porte à Ron est 100% organique, naturel, ou s'il a été impacté par une potion ou un sort, parce qu'elle est tellement à fond sur lui que je me disais c'est pas possible d'être ça naturellement. Si, c'est naturel. Surtout que Ron n'avait pas d'intérêt à l'ensorceler ou à lui coller une potion, et puis dans le livre c'est même pas une question, quoi. Après, Lavender dans les livres, c'est un personnage un peu récurrent qui est tout le temps en fond et qui est tout le temps en train de glousser et d'être... Enfin, c'est le genre de meuf qui aurait des crushs hyper intenses, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, mais là, le fait qu'elle a un crush hyper intense sur Ron, c'est ça qui pose question, tu vois. C'est-à-dire qu'il est mignon, franchement, mais tu te dis, c'est je sais pas, un peu incongru.
Je ne juge pas parce que vu les crushs que j'ai eu à l'adolescence, je peux te dire que non, c'est quand clair. tu vois leur tronche, c'est pas non plus... Ça, je suis d'accord, mais disons que comme il fait pas partie des mecs les plus populaires, c'est-à-dire que le moment où, par exemple, la scène de Quidditch, où je dis il est super gracieux et tout, il est en rivalité avec un mec qui est super beau gosse, qui est joué dans Unreal, et qui est un peu montré comme justement le joueur de Quidditch un peu cool et stylax et BG, tu vois. Et donc le fait que elle, qui a l'air d'être aussi une meuf un peu superficielle, populaire, qui serait un peu une des pestes ou des chippies de Poudlard, s'intéresse plus à Ron que à un de ces mecs-là, me paraissait bizarre. Et donc je me disais, il doit forcément y avoir un élément surnaturel dans cette histoire. Après, le pauvre. Faut garder en tête que Ron, c'est le meilleur ami de l'élu, qu'il a été dans toutes les batailles depuis le début, qu'il était au ministère de la magie quand ils se sont battus contre Voldemort. Et ça, les gens le savent. Donc il y a quand même une aura autour de lui par procuration un peu. Oui. Bon, pourquoi elle s'intéresse pas à Harry plutôt? Peut-être qu'elle préfère les roux, tu vois. Mais en tout cas, elle n'est pas ensorcelée. On pourrait le croire vu son attitude et ça t'a fait réagir. Mais non. Waouh, comment elle fait pitié. Oh non. Ah, c'est horrible. C'est un enfer. Meuf, respecte-toi, putain. Non, mais c'est sûr qu'il lui a mis un sort. Elle est trop ridicule. Bon, Ron, il lui a mis un sort, non? Elle appelle Wan et elle lui fait des cœurs dessinés sur les vitres et tout ça. C'est vrai qu'elle est ridicule. Non, après, j'ai été aussi ridicule que ça, donc je peux totalement comprendre, mais c'est vrai que là, c'est un peu violent, quoi. Mais c'est peut-être parce que tu l'as été et moi aussi je l'ai été qu'on trouve ça si violent. Bah surtout quand tu vois que lui, il en a vraiment rien à battre. Mais ce que tu disais sur l'aura de Harry et tout, je me suis fait la réflexion, mais tu vois, ça c'est un truc qui me manque dans les films. J'aimerais voir de temps en temps des conversations à la cafette entre d'autres élèves de Poudlard qui disent « Ah, mais t'as vu ce qu'a fait Harry Potter ?» ou... Parce que là, on est vraiment juste censé le deviner, mais il n'y a jamais d'interaction entre les trucs gros enjeux que fait Harry et Ron et Hermione et la vie normale des élèves de Poudlard, à part dans le 5 où il y avait justement ce groupe qui s'entraînait avec lui. Mais j'aimerais beaucoup voir ce que disent les autres élèves de Harry Potter, Hermione et Ron quand ils sont pas là. C'est vrai que ce serait fun, mais on comprend quand même un petit truc là. Il y a quand même des filles qui veulent tellement être avec Harry qu'elles sont prêtes à essayer de l'ensorceler, quoi. Et Ron se retrouve d'ailleurs sous l'effet d'une potion d'amour envers une fille qui s'appelle Romilda Vane. Elle essayait de cibler Harry à l'origine, donc tu comprends quand même qu'il est l'objet. Enfin, dans le livre, c'est très très clair. Il est l'objet de hordes de filles parce que c'est l'élu et tout ça qui sont toujours après lui. C'est-à-dire que les meufs sont amoureuses d'un mec qui a une énorme cible à la place du front, quoi. Oui, mais meuf, évidemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il va mourir bientôt, donc autant en profiter maintenant. T'as été adolescente ou... Je crois, ouais. Tu te souviens que... Enfin, le mec, resituons, c'est pas juste il va mourir bientôt. Moi, j'étais amoureuse des skaters, en fait. Je suis pas amoureuse de l'élu qui est pris pour cible par Voldemort. Mais non, mais imagine, t'es dans un univers, justement, où c'est les forces du bien contre les forces du mal, et t'as une seule personne, qui peut, et qui a déjà confronté le grand méchant, il a déjà confronté 3 fois et il est sorti soit victorieux une fois. Étant d'ailleurs la partie clé de ce mot. C'est ça. Évidemment qu'il va avoir une aura de star. Tout le monde parle de lui, tout le monde a envie de... Enfin, même le ministère, dans le livre, c'est plus clair, mais le ministère veut que Harry vienne au ministère pour apporter du crédit, parce que tout le monde le voit comme celui qui va enfin mettre fin à Voldemort pour de bon, parce qu'il a déjà fait une fois quand il était bébé. Donc évidemment, t'es une meuf, c'est la star en fait, c'est le Harry Styles de l'école, tu vois. Ouais, avec moins de tatouages. Voilà, avec moins de tatouages, mais plus de prophéties. Bon, du coup, Ron, ce petit enfoiré là, il va faire son petit truc avec Lavande et pendant ce temps, Hermione, elle est hyper déçue parce qu'en plus, ils devaient aller à une soirée ensemble et tout ça. Elle est trop triste. Et c'est une scène vraiment, la pauvre. Elle s'isole dans une salle de classe et elle a des petits oiseaux qui tournent autour de la tête qu'elle avait ensorcelés elle-même. Elle n'est pas dans une salle de classe. Elle est au pied d'un escalier. Enfin, dans le livre, c'est dans une salle de classe. Mais là, oui, c'est dans une tour, en fait. Oui. Oh, la pauvre Hermione. Oh, bébé. Bah oui, la pauvre. Non, et puis j'aime beaucoup cette scène où elle est toute seule avec les petits oiseaux. Enfin, je trouve que ça fait partie des scènes qui visuellement sont très réussies, qui m'est beaucoup resté en fait après le visionnage. Et ouais, en fait, voir Hermione dans cet état-là et avoir ce moment de confidence entre elle et Harry, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a une autre histoire d'amour.
dans ce film. Malheureusement. Une autre histoire d'amour sur laquelle on passe très peu de temps et qui est sous-entendue plus qu'autre chose. Mais pour le coup, on sent que c'est une histoire qui est solide. Ouais. Qui est, malheureusement pour toi. Ouais, exactement. En fait, on le comprend juste à travers un mot. Et au moment où la personne en question a dit ce mot, tu n'écoutais pas parce que je crois qu'on était... Et du coup, j'ai dit non, il faut remettre en arrière parce que je me suis dit, elle n'a pas relevé. Voici ta réaction quand ce mot a été prononcé par Tonks au sujet de Lupin. Oh non. Oh la connasse. Elle m'a piqué Lupin. Elle appelle Sweetheart et donc tu comprends que c'est son chéri, quoi. Ouais, je suis deg. Dans le livre, c'est un peu différent dans le sens où en fait tu vois Tonks pendant toute l'année est positionnée à l'extérieur de Poudlard pour protéger l'école et en fait elle a l'air hyper déprimée, elle a plus les cheveux de couleur et tout ça, elle a l'air hyper triste. Et ils comprennent pas pourquoi. Et Harry pense même qu'elle était amoureuse de Sirius et que du coup, elle est triste à cause de ça. Jusqu'à la fin, à la toute fin du livre, ils comprennent que c'est pour ça qu'elle est amoureuse de Lupin, parce que Lupin ne veut pas être avec elle, parce qu'il pense que ce serait une mauvaise chose pour elle d'être avec un loup-garou. Je comprends. Ouais. Et il est un peu plus âgé qu'elle aussi, non ? Oui, il est même bien plus âgé, je pense. Il doit avoir bien 15 ans de plus. Ouais. Ouais, mais bas les pattes. Bas les tonks. Voilà. Il va se passer quoi entre eux, d'après toi ? Tu vois quoi comme futur pour eux ? Moi, je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va mourir. Parce que sinon, narrativement, ce serait pas très intéressant. Ok. Moi, je pense que Tonks va mourir. Ok. Mais peut-être que c'est Lupin qui va mourir. Je me mouille vachement. À côté de ce côté léger du film, il y a un côté beaucoup plus sombre, avec des intrigues sur lesquelles on va revenir, mais c'est vrai que du coup, le film doit trouver l'équilibre entre les intrigues qui concernent Voldemort, les Horcruxes, Malfoy aussi, et ces histoires d'amour plus légères. Mais dans l'ensemble, en fait, déjà, il y a peut-être un petit problème de cohérence, et je pense que toi, tu as trouvé aussi de cohérence visuelle, et même de juste un problème visuel en général. C'est horrible. Juste, il lui prend la tête, il lui fout dans la bassine, et c'est hyper sombre, hein. C'est pas beau, hein. Ouais, c'est vraiment, ce film est moche, quoi. C'est donc l'heure de ton point réalisation. Je sens qu'il va y avoir des choses à dire. Je vais contraster un petit peu ce que j'ai dit dans cet extrait. Je suis très partagée sur ce film visuellement parce que à la fois je trouve qu'il est assez ambitieux sur la réalisation, mais il y a, comme tu l'as dit, un gros problème de cohésion visuelle d'une scène à l'autre. C'est un film qui joue beaucoup sur les contrastes et la scène dont on parlait tout à l'heure où Lavender Brown est en train de faire un cœur avec de la buée sur la vitre pour déclarer son amour à Ron. J'adore cette scène parce que, en fait, au moment où elle est en train de faire ça, Ron, lui, est en train de dire à Harry qu'il va peut-être mourir s'il continue sa quête. Et donc le fait d'avoir une juxtaposition entre le côté très simple et très innocent d'une fille qui est amoureuse de Ron et une conversation extrêmement sérieuse sur des enjeux de vie ou de mort, pour moi c'est tout ce que ce film réussit à faire de mieux. C'est vraiment mettre côte à côte ces deux enjeux qui sont complètement opposés et comme tu l'as dit, ça prépare très bien la transition entre l'univers beaucoup plus enfantin qu'on a connu au début et le fait qu'à partir du 7, c'est la cata. C'est un film qui est hyper maîtrisé visuellement et qui a un style vraiment très à lui. Et je suis surprise qu'on parle même plus du 3 de Quaron que de celui-là. Parce qu'il y a vraiment des énormes parties pris visuellement. Il y a plein de scènes qui sont très encombrées. Et en même temps, on a aussi beaucoup de moments où les personnages sont séparés, en fait, par un élément architectural. Donc, par une colonne, par l'horloge à la fin dans la tour. Même le moment où Harry et le père de Ron sont en train de marcher, là, dans une espèce de garage ou je sais pas trop ce que c'est, mais les personnages sont tout le temps isolés dans le cadre ou séparés par une vitre, un meuble, et donc tout ça thématiquement, ça dit beaucoup de choses sur l'état d'esprit des personnages et sur ce qui va venir plus tard. Il y a des moments qui sont extrêmement beaux qui, si on veut partir un peu loin, sont des moments qui vont rappeler l'expressionnisme allemand en fait au cinéma avec Ouais, non mais c'est vrai où en fait il y a beaucoup de jeux sur les ombres des personnages qui sont filmés de dos ou dans des plans très larges et où on voit que leur silhouette avec un arrière-plan derrière, par exemple quand Rogue et Harry s'affrontent à la fin. Ce plan il est magnifique. Quand Ron et Harry sont dans la tour aussi, il y a beaucoup de jeux de contraste et ça c'est vraiment, ça évoque l'expressionnisme. Nosferatu par exemple, donc il y a un côté très sombre et très artificiel aussi dans les décors qui est vachement exacerbé dans ce film que j'aime beaucoup.
À côté de ça, moi, ce que j'aime pas du tout, et que j'ai donc qualifié de moche dans cet extrait, c'est la palette de couleurs, que je trouve hyper déplaisante. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui est quand même voulue. Le directeur de la photographie, c'est Bruno Delbonnel, qui a aussi été le directeur de la photo d'Amélie Poulain. Ah oui, d'accord. Et de Inside Llewyn Davis, donc collaborateur de Jeunet et des frères Cohen. Et c'est le seul film de la saga Harry Potter qui a été nommé aux Oscars pour sa cinématographie. Donc c'est quand même qu'il y a eu un travail considérable qui a été fait sur ce plan-là. Et à la fois, en fait, sur la photo, ce qui fonctionne très bien, c'est les cadrages, les compositions dont je parlais qui sont magnifiques, parce qu'on sent qu'il y a une vraie réflexion sur comment positionner les personnages, comment sublimer les décors. Je parlais du 2 à un moment et du fait qu'on n'appréciait pas assez les décors. Là, il y a plein de moments où on peut vraiment voir Poudlard, mais d'une manière qui est différente de la manière dont l'école a été filmée avant. Et ça, Delbonnel en avait parlé en disant que c'était un gros défi pour lui de filmer cette école et ces décors de cinéma qui sont déjà en place depuis des films et d'en faire quelque chose de différent. Et là, il filme Poudlard de manière extrêmement sombre et déprimante pour montrer qu'on a une transition vers quelque chose de beaucoup plus adulte et que l'âge de l'innocence, en fait, est déjà en train de s'achever, même si Voldemort n'est pas encore... Dumbledore n'est pas encore mort au début du film. Mais il y a vraiment une volonté de prendre plein de plans. Parfois, vraiment, le cadrage est identique à celui qu'on a vu dans d'autres films et de les rendre beaucoup plus sombres et beaucoup plus ternes et mélancoliques. Et donc, j'aime bien l'idée. Mais je trouve que sur l'exécution, je pense que tu as pensé la même chose. Il y a vraiment des moments qui sont moches visuellement. Ouais. Déjà, bon, les souvenirs avec Voldemort sont horribles. Il y a une espèce de palette verdâtre dégueulasse. Mais même au-delà de ça, on sent qu'il a voulu vraiment s'éclater sur l'étalonnage. Et donc là, c'est encore un autre aspect que celui du cadrage ou de la photo. L'étalonnage, c'est la manière dont on harmonise et dont on corrige les couleurs après la production du film. Et donc, si vous voyez Amélie Poulain et que vous demandez ce que c'est l'étalonnage, c'est le meilleur exemple, quoi. Ouais, mais moi, je me demande justement si c'est pas un truc qui a mal vieilli aussi, parce que c'était à l'époque, en 2009, il y avait plus de films, les films d'action un peu verdâtres. C'était très à la mode, quoi, ou bleu. Je pense que ça a mal vieilli, c'est possible. Après, pour moi, le problème, c'est qu'il y a une absence de cohésion dans la palette d'une scène à l'autre. Parce qu'il y a eu tellement d'expérimentation qu'on a des scènes qui sont quasiment en noir et blanc. Et dans une même séquence, on va avoir un coup, c'est genre bleuâtre, un coup, c'est blanchâtre, un coup, c'est grisâtre. Mais du coup, moi, ça me sort de la scène parce qu'il n'y a pas d'harmonie d'une scène à l'autre. Et donc ça, je trouve que c'est un problème et je pense que c'est une volonté d'expérimenter qui a été poussée peut-être un peu trop loin parce que dans l'esprit, il voulait désaturer énormément la couleur dans les scènes les plus sombres narrativement. Et donc toutes les scènes où il y a Malfoy, par exemple, elles sont quasiment en noir et blanc. Les scènes avec Dumbledore à la fin, évidemment. Mais c'est tellement éloigné de certaines autres scènes que le contraste, pour moi, il est beaucoup trop fort. Et ça me rappelle quand je faisais de la photo et que je retouchais mes photos, tu vois, et que j'allais un peu trop fort sur le curseur. Moi, ça me rappelle les filtres Instagram, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le filtre Gotham quand on le mettait à 100%. Ouais, c'est ça. Et sauf que là, d'une scène à l'autre, t'as pas les mêmes filtres qui sont appliqués. Et donc, pour moi, le problème, c'est qu'il y a un manque d'harmonie sur l'ensemble du film. Par contre, si tu prends plein de séquences individuellement, c'est vrai qu'il y en a qui sont hyper belles et qu'il y a un vrai œil quand même dans la photographie. Par exemple, la scène dans les escaliers du terrier au début, elle est hyper mémorable. La scène où Hermione est au bas des escaliers avec les petits oiseaux, elle est hyper mémorable aussi. Enfin, il y a des moments où il joue avec les espaces, en fait, qui sont vraiment hyper intéressants. Mais voilà, donc je suis hyper mitigée parce qu'à la fois, je trouve qu'il a vraiment su imposer sa patte Delbonnel sur la photo et en même temps, sur tout ce qui s'est passé après, sur vraiment les tons des couleurs, je trouve que ça donne un rendu assez moche et c'est un petit peu dommage. Il y a un autre truc que moi je trouve déplaisant, c'est le fait que, et je crois que c'est un peu pareil dans Amélie Poulain aussi, même si je ne l'ai pas revu depuis 20 ans, dans certains de ses films, Delbonnel, il a une manière d'appliquer la lumière qui est très très douce et diffuse. Et là, dans ce film, il y a plein de moments où je trouvais que j'avais envie d'augmenter la netteté, pour le coup. Ouais. J'ai lu que c'était parce qu'il voulait montrer que Poudlard, le Poudlard tel qu'on l'a connu n'est déjà plus qu'un souvenir. Mais en fait, c'est comme dans les scènes de flashback avec Voldemort, c'est-à-dire que tout est tellement diffus et flou que, je sais pas, j'ai l'impression de regarder une expérimentation visuelle qui a mal marché, quoi. Justement, le côté plus sombre, parlons-en un peu.
D'un côté, il y a la question du prince de sang mêlé, qui est le titre du livre, qui au final est-ce que en fait, c'est important parce que c'est Rogue et que du coup, comme c'est Rogue et que c'est lui le personnage un peu central du livre parce que c'est lui qui va commettre l'acte irréparable. C'est ça qui le rend intéressant, mais c'est pas forcément. Enfin, c'est une intrigue qui est un peu en filigrane dans tout le livre. Et là aussi, c'est pareil, sans être ultra majeur. En gros, c'est Harry qui découvre un livre en fait, qui ne s'était pas inscrit au cours de potions, parce que maintenant, c'est le professeur Slughorn qui est prof de potions. Le professeur Corne de Limace. Et lui accepte Harry dans son cours, alors que Rogue ne l'aurait pas accepté parce qu'il n'avait pas d'assez bonnes notes. Et donc, Harry n'a pas de livre pour le cours et récupère un vieil exemplaire du manuel dans un placard. Et il se trouve que ce manuel est annoté et appartenait au prince de sang mêlé. C'est ce qui est noté sur la couverture ou sur la première page, et Harry va commencer à suivre les instructions et va découvrir des petits sorts que le prince a écrits dans le livre. Il y a plus de sorts, il teste des trucs et tout ça, il y a des trucs qui font marrer les gens, il y a des sorts qu'il utilise régulièrement. Et il est très vite, lui, fasciné par ce prince. Il voudrait savoir qui il est, parce que lui pense que c'est quelqu'un de bien, alors que Hermione pense que c'est quelqu'un qui est vraiment pas cool du tout. Bon, on se demande pas mal qui ça peut être. T'as deviné pendant le visionnage qui c'était, mais d'ailleurs, tu avais même deviné pendant l'introduction, quand je t'avais posé la question, tu as eu une sorte de retour de conscience sur qui était le prince de sang mêlé. Tu penses quoi de cette intrigue, toi ? Moi, j'aime bien parce que je trouve que ça fonctionne bien d'avoir Rogue comme personnage qui est très présent dans ce film-là. Il y a une scène dès le début où on le voit avec la mère de Malfoy et on comprend qu'il va être mêlé à l'intrigue de manière beaucoup plus importante que dans les films précédents. Et en même temps, on ne sait pas qui est la personne qui possédait ce livre, mais du coup, c'est un bon indice. C'est-à-dire qu'en fait, cette intrigue qui, comme tu le disais, est secondaire, l'intrigue des potions, en fait, elle est rattachée au personnage le plus important, même si on ne le sait pas encore, de ce volet-là. Donc, je trouve ça assez cool. C'est un peu comme quand il y avait Folleuil et le mec du ministère, où on sent qu'il y a quelque chose qui se joue avec ces personnages, mais on ne sait pas exactement quoi. Il y a un petit côté whodunit dans le film qui fonctionne plutôt bien. Moi, il y a un moment que je déteste dans le livre et dans le film, mais c'est parce que j'aime pas voir des personnages qui sont bien faire des choses pas bien. Et surtout, j'aime pas parce qu'après, c'est la honte et tout le monde pense qu'ils sont pas bien. C'est vraiment fascinant de voir les trucs qui te perturbent. Non, mais j'aime pas parce que tout le monde pense que... Bon, en gros, il y a un sort dans le livre qui s'appelle Sectum Sempra, que Harry lit dans le livre, il est marqué pour les ennemis. Et en fait, lors d'une confrontation avec Malfoy, il va l'utiliser contre lui, sauf que c'est un sort vraiment horrible qui taillade en fait tout le corps. Et donc, Malfoy se met à saigner et c'est Rogue à ce moment-là qui va le sauver. Mais après, Harry, c'est une phase sombre, c'est-à-dire qu'il regrette tout de suite et tout ça. Mais je me souviens que dans le livre, c'est vraiment un moment où tout le monde se dit « Waouh, il est complètement starbé ». Donc, j'aime pas trop ça, même si j'avoue que évidemment ça le rend plus complexe aussi, parce qu'on montre un peu des aspects de sa personnalité qui sont un peu plus justement sombres et on sent qu'il se cherche aussi lui-même, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que ça complexifie le personnage de Harry et celui de Malfoy, qui est super dans ce film, puisqu'on voit qu'il est... on exige de lui qu'il tue Voldemort, et il n'est pas du tout à la hauteur. Et en fait, on voit qu'il a quand même un petit peu d'humanité, que là, c'est quand même un niveau de malveillance que même lui ne peut pas atteindre. Et là, on le voit blessé par Harry, donc très vulnérable. Donc j'aime bien l'inversion, en fait, entre le héros et l'antagoniste dans cette scène-là. Et ça montre aussi que justement, on parle de la transition vers quelque chose de beaucoup plus adulte. Là, c'est plus des jeux d'enfants. Il est en train de jeter des sorts et jouer avec un bouquin, mais en fait, il manque de tuer un de ses camarades de classe. Et donc, j'aime bien aussi ce que ça nous dit de un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Oui. Et le fait que voilà, c'était très marrant de faire Mumuse avec une baguette magique pendant les premiers tomes, mais là, on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux. T'as été un peu choquée pendant la scène. Oh, mais enfin. Bon, enfin, voyons. Non, c'est vrai que c'est hyper violent à voir et je pense dans un univers qui était enfantin à la base, voir quelque chose comme ça, c'est un peu choquant. Et au début, on voit aussi Malfoy qui donne un coup de pied dans le visage de Harry qui est inconscient. C'est hyper violent, quoi. Dans cette scène, par contre, il y a une chose qui t'a tout de suite remonté le moral. C'était que Rogue vient aider et sauver Malfoy. Et alors là, Rogue, toujours ton number one, quoi. Mon préf. Regarde comment Rogue il est attentionné. Il est rassurant, il est tendre. J'ai vraiment des gros problèmes. Je suis contente que tu le reconnaisses. Est-ce que j'allais le dire ? T'as vraiment un pet au Il est casque. si doux.
Et donc, tu le disais, tout ça, ça se passe avec Malfoy parce que Malfoy est de plus en plus trouble. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il a eu une mission et Harry devine quelque chose aussi. Et tout le monde pense que Harry est un peu dingo avec ça. Tout le monde pense qu'il exagère et tout ça, mais Harry est obsédé par ça. Et du coup, il y a beaucoup de scènes où Malfoy est très émo. C'est ça, il est très pensif, il est assis tout seul sur son escalier en train de regarder dans le vide et en plus avec les tenues de sorcier, donc les robes longues et tout, ça évoque tout de suite un certain univers culturel. On dirait... Tu sais, j'imagine, tu mets de la musique 80s derrière et ça ferait vraiment un clip, genre, tu sais, hyper émo. Dépêche Mode. Ouais. Duran Duran. De Smith. Ouais, grave. There is a light that never goes out. Non mais émo Malfoy, là, j'en peux plus. Don't you understand? I have to do this. Oh, mais il a juste besoin d'un câlin. I have to kill you. C'est un petit garçon, au fond, il est dépassé. Bah oui, mais c'est tous des petits garçons dépassés, en vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est un petit connard depuis le début, mais là, tu te prends quand même un peu de pitié pour lui, quoi. Oui. En fait, c'est comme le cousin qui se fait détraquer, là. Moi, je suis toujours très touchée par les histoires de petits garçons, enfin, tu vois, qui sont un peu détruits par la vie, enfin... En fait, on sait que les garçons et ensuite les hommes n'ont pas forcément les mêmes armes, les mêmes outils émotionnels dans la vie que les femmes, parce qu'on leur demande de beaucoup réprimer, etc., ou d'exprimer leur mal-être par la violence et par la cruauté. Et donc, je trouve ça hyper touchant de voir justement les deux énormes connards adolescents de ce film, qui sont le cousin et Malfoy, qui sont confrontés un peu à la limite de ça. C'est-à-dire que là, Malfoy, c'est un bully depuis le début, il harcèle ses camarades, mais là, on se dit que, ouais, en fait, il aurait peut-être juste besoin d'un petit peu d'affection et d'une thérapie et d'outils psychologiques et émotionnels pour exprimer tout son mal-être, et ça irait beaucoup mieux. Peut-être. J'ai envie de les sauver, moi, ces garçons-là. C'est J'ai tout le vraiment problème. des gros problèmes. Putain. Oh là là, c'est bon, on a trouvé C'est tout le problème. 50 thérapies débloquées en un épisode de podcast. Dumbledore, parlons de Dumbledore. Dans ce volet, en fait, l'histoire de Dumbledore, c'est vraiment qu'il est à la recherche des Horcruxes et il implique Harry dans cette recherche parce qu'il sait qu'il en a peut-être plus pour très longtemps et que du coup, Harry doit être investi là-dedans parce que ça va être Harry qui va devoir prendre le relais. Et puis parce que c'est Harry, au final, que la prophétie concerne et donc qui va se retrouver face à face avec Voldemort. Donc, il y a toute cette idée des Horcruxes qui, là, est vraiment développée. Et c'est vraiment là où l'idée apparaît. Parce que même au début, on ne sait pas quand le mot apparaît la première fois, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais toi, t'as déjà, dans l'intro, on l'a entendu, tu te souvenais quand même assez bien du concept. Et tu as même quelques souvenirs qui te sont revenus. Et un enthousiasme pour le principe. Trop bien. Moi aussi, je vais avoir des Horcruxes partout. How does one split his soul? Mais est-ce que ça te rend pas encore plus méchant? Parce que t'as moins d'âme. T'es une rapide, toi, hein? Ah, donc en fait, il a fait tout ça parce qu'il voulait être immortel. Moi, je comprends. Comme c'est ton objectif aussi. C'est clair. C'est où qu'on va pour fabriquer des Horcruxes? Voilà, il faut tuer quelqu'un quand même. Ok, bon. Mais j'étais impressionnée, je dois dire, parce que tu t'es souvenu d'un truc crucial à un moment sur les Horcruxes. Un truc Horcruxial. Oh putain. Attends. Il y a pas un truc où Harry c'est un Horcrux? Non? Il y a une partie de l'âme de Voldemort qui est dans Harry. J'ai raison? Oui, enfin. Trop cool. Mais non, mais ça, c'est. Merde, je sais pas si j'aurais dû te le dire du coup. Bah, tu t'en souviens, ça, en fait. Bah, je crois, oui, mais j'étais plus sûre parce que. Bah, c'est le côté. En fait, c'est le plus. Bon, on le verra, mais c'est le plus tragique de. Enfin, pour moi, c'est vraiment le moment. Enfin, je m'en souviens, c'est vraiment. On en reparlera, mais dans le 7, putain, mais c'était. Parce que du coup, Harry doit mourir? Bon, tu verras. Tu m'as spoilé. Je t'ai pas spoilé, meuf. Enfin, c'est pas possible, tu l'as vu et tout ça, j'en ai marre. Mais il meurt, Harry, à la fin? Mais non. Tu te souviens pas la fin d'un... Bon. Non, je me souviens que Dobby meurt, mais on s'en tape, quoi. Sympa pour Dobby, mais... Ouais, bah, je me souviens qu'il est sous un drap et que du coup, il y a juste son nez qui pointe et ça m'a fait mourir de rire dans le cinéma. J'ai vu ça. Parce qu'on aurait dit qu'il avait une érection. Ça a un peu cassé tu vois. Oh, c'est horrible. L'ampleur de ce moment. Bon, on reparlera de tout ça, parce que je veux pas... Oh mon Dieu. Harry Potter, il va mourir. Mais il va revivre comme Jon Snow. Spoiler.
En fait, Dumbledore, là, son objectif dans ce film, c'est de savoir combien de Horcrux Voldemort a créé, pour savoir combien il faut en éliminer. Et pour savoir combien, c'est bien pratique, en fait, Voldemort avait posé la question quand il était étudiant à un de ses profs, et il se trouve que ce prof travaille désormais à Poudlard, c'est le professeur Slughorn, donc le professeur Cornelius. Donc, Dumbledore mandate Harry et lui dit de récupérer le souvenir, parce qu'il pense que c'est lui qui va pouvoir le faire. T'avais pas trop compris, en fait, ce qui se passait. C'est-à-dire que Harry prend, du coup, une potion de chance pour récupérer le souvenir manquant. Mais en fait, j'avais pas trop compris. Tu t'entends quand même. Enfin, évidemment que j'ai pas trop compris. Harry prend une potion de chance pour récupérer. Enfin, non, je suis désolée. Mais non, il y a une potion qui donne de la chance pendant. Ça s'appelle Félix Felicis. Donc, il prend ça et c'est pour se donner de la chance parce qu'il n'arrive pas, à chaque fois, il n'arrive pas à récupérer ce souvenir parce que le professeur Slughorn a honte de ce qu'il a dit à ce moment-là à Voldemort. Parce qu'il sait très bien que du coup, il a un peu ouvert les vannes vers un truc hyper sombre. Et donc, Harry est censé ruser et utiliser tous les moyens possibles pour obtenir ce souvenir, pour savoir combien de Horcrux Voldemort a créé. Donc, c'est ça qui se passe. C'est quand même établi dans le film, de façon assez claire. Mais quand ça se passe, c'était pas trop clair. Et lui, il a pris une potion magique pour juste aller traîner avec Hagrid et son prof. Mais non, c'est pour récupérer le souvenir du prof. Ah, j'avais pas compris ça. On était censé le savoir ? Bah oui, Anaïs. J'ai raté cette partie de l'information. Et surtout, tu savais pas ce qu'il était censé récupérer. En fait, tu savais pas quelle était l'info, t'avais pas compris que c'était les Horcrux, quoi. Tu savais pas quelle était l'info manquante. Bah, surtout qu'il y a, à plusieurs reprises, on nous parle d'un cabinet magique qui est super important, puisqu'on sait pas ce que Malfoy, lui, de son côté, est en train d'essayer de faire avec ses oiseaux qu'il met dans une boîte ou je sais pas quoi, tout seul dans son coin, en train d'écouter les Smiths. Et à un moment, le père de Ron explique à Harry que les cabinets de téléportation, c'était super cool à l'époque et que ça peut être un élément important dans l'intrigue du film qu'on est en train de voir. Et donc moi, j'ai fait un lien... Justement comme ça. Voilà, c'est ça. Mais du coup, la question, ça va être, il est où le cabinet ? Non. Le cabinet, il n'y a rien de ça. D'accord. Il est où le cabinet ? Comment ça ? Mais parce que Voldemort, il lui a posé la question, il a dit « Ah, je voulais que vous m'aidiez à trouver quelque chose. » Et comme Malfoy, il cherche le cabinet depuis le début, je me suis dit peut-être que Voldemort, il cherchait un cabinet aussi. Ils ont tous la chiasse. Ça m'intéresse. C'est ça. Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'on cherche souvent ? Un cabinet. C'est hyper commun. C'est vrai. Où sont les toilettes ? Et c'est comme ça qu'elle a construit son livre, vraiment, en se disant qu'est-ce qu'on cherche souvent le plus commun ? Ah, un cabinet. Bah écoute, pourquoi pas. Tu penses quoi du professeur Slughorn, qui est joué par Jim Broadbent, qui est un acteur très connu anglais, mais qui jouait notamment le père de Bridget Jones dans tous les films Bridget Jones. Ben, je l'aime pas trop, mais en fait, c'est assez bien fait parce que quand on le découvre au début, c'est dans un endroit très sombre et c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure avec la palette de couleurs où je comprenais pas trop la scène où on le découvre est éclairée de manière hyper froide et lui, il a des tons un peu moches, il est dans une espèce de peignoir en soie violet. C'est pas beau à l'œil et donc à la fois c'est un personnage qui en plus est joué par Jim Broadbent et donc qui a un côté un peu attachant parce que loufoque, rigolo, il est transformé en fauteuil ou je sais pas quoi, mais en même temps la manière dont il est introduit et filmé dans cette scène d'introduction, tu sens qu'il y a quelque chose de pas clair, c'est-à-dire qu'il y a pas de chaleur du tout et donc tout de suite je me suis dit il va falloir se méfier de lui parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu sinistre derrière l'apparence justement, je suis dans mon peignoir, tout ça. Et on comprend que c'est surtout, déjà, il avait un lien avec Voldemort et c'est quelqu'un de très intéressé. Mais Dumbledore le dit très vite. En fait, il s'intéresse beaucoup à la popularité. Il aime bien avoir les meilleurs étudiants sous son aile et grappiller un peu de la célébrité des gens autour de lui. Et donc, c'est un personnage qui est assez antipathique, du coup, même s'il a un côté très amusant. D'ailleurs, c'est l'ancien... directeur de la maison Serpentard. C'est-à-dire que quand il était prof dans le passé, c'était lui qui était le rogue à ce moment-là, quoi. Bon, on va parler de la fin. Il faut parler de la fin. La fin, très cruciale. Dumbledore et Harry s'embarquent dans une aventure ensemble pour essayer de récupérer un Horcrux
Ils vont dans une grotte. Alors, il explique pas pourquoi ils vont dans cette grotte dans le film, mais en gros, c'est parce que, dans mon souvenir, c'est là où Voldemort avait torturé ses premières victimes quand il était plus jeune. Fun. Il était allé en colo dans le coin ou un truc comme ça et il les avait un peu... Wow. Donc, comme c'est un bon psychopathe, il revient sur les moments, sur ses crimes les plus emblématiques pour cacher. C'est vraiment... Dark, j'adore. Voilà. Donc, il s'embarque là-dedans, c'est dans une grotte, dans un trou, on pourrait dire, parce que tu as beaucoup parlé du trou, on le verra. Il y a des scènes pour moi qui font vraiment peur, là. C'est-à-dire qu'ils vont au milieu, en fait, d'une sorte de mare et ils sont attaqués par des esprits qui vivent dans le lac. Moi, ça rappelle beaucoup, je trouve, Le Seigneur des Anneaux, les marées du Mordor. Tu sais, quand Frodon tombe dans les marées et qu'il y a tous les morts des grandes batailles qui l'attrapent et tout ça. Ah oui, peut-être. Et pour moi, c'est très clairement inspiré de ça. De toute façon, quand on lit Harry Potter après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, on voit toutes les inspirations à chaque page. Là, c'est très clair. Ça fonctionne bien pour moi quand même cette scène parce qu'en plus Dumbledore est obligé de boire une sorte de liquide qui va l'affaiblir totalement pour pouvoir atteindre le Horcrux. Et c'est une scène assez tragique parce que du coup Harry, le pauvre qui est tout jeune, doit forcer Dumbledore à boire ça. Oui, mais il doit affaiblir son mentor. Ouais, c'est horrible. Et il y a Dumbledore qui pleure. Ouais. Mais c'est un peu une scène de Fort Boyard. Oui, c'est vrai. Et il le supplie d'arrêter. Il le supplie d'arrêter, c'est vrai. Et du coup, après, ils sont attaqués par ces monstres et tout. Moi, j'ai eu peur. Je sais pas si toi, ça t'a fait peur, mais moi, on va l'entendre, j'ai eu peur. Pourquoi tu fais ça? Moi? Parce que j'ai peur. Ouais, moi, ça m'a rappelé The Descent, qui est, je pense, une influence évidente pour David Yates dans ce film. Non, je rigole. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Mais c'était avant, The Descent. Ah, d'accord, ouais. Bah, peut-être. Hein. Mais oui, parce que c'est des golems dans une grotte qui font des jumpscares, donc forcément. Bon, tu te souvenais vraiment que Dumbledore allait trépasser dans un trou? Ça, moi, je me souviens de l'essentiel. Voilà. Et donc, tu savais qu'il allait pas trépasser sur cette île? Je sais que c'est horrible, mais c'est pas comme ça qu'il meurt en plus. Comment est-ce qu'il meurt? Ben, il se fait jeter un sort. Par qui? Par Rogue. Et il tombe dans le trou. Dans quel trou? Dans ce trou. Ah, d'accord, ok. Dans un trou. Un autre trou. Et ce qui est bien, c'est que t'étais tellement focalisé sur le trou que quand Dumbledore meurt vraiment, c'est ça qui t'a le plus marqué. Il est tombé. Ouais, il tombe dans un trou. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, sur le fait que ce soit Rogue qui le tue, t'as posé une très bonne question. Mais pourquoi il devait faire ça? Anaïs, pourquoi il devait faire ça? Il y a deux choses. Déjà, il fait cette promesse au début où il doit supplanter Malfoy si Malfoy n'arrive pas à remplir sa mission. Et donc, on voit bien que Malfoy est incapable d'aller au bout et de tuer Dumbledore. Donc déjà, rien que pour ça, il y a sans doute un sort qui fait qu'il est obligé de le faire. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on voit aussi qu'il y a du conflit dans le regard de Rogue, parce qu'au fond de lui, c'est un choupi. Et donc, on voit qu'il est quand même pas à l'aise avec ce qu'il est en train de faire. Et il y a eu une scène de conversation entre Rogue et Dumbledore un peu plus tôt, où Rogue lui dit « Mais tu comprends pas que j'en ai marre, peut-être que j'ai envie d'arrêter, ça commence à devenir trop difficile pour moi. » Et au moment où Rogue tue Dumbledore dit « Please, s'il te plaît ». Et on peut l'interpréter comme « s'il te plaît, épargne-moi », mais évidemment, je pense que c'est pas ça, et qu'en fait, Dumbledore est en train de dire à Rogue « vas-y, tue-moi ». Alors que Rogue ne veut pas le faire non plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Parce que tu t'en souviens. Je me souviens que Rogue est gentil, en fait, oui. Parce qu'il était amoureux de Lily. Je me souviens pas de tout le reste, mais je sais que clairement, on est censé penser que Rogue est méchant, alors qu'il l'est peut-être un peu moins que ça. Et du coup, je prête beaucoup attention à cette scène en sachant ça. Et il y a un échange de regards entre les deux qui est censé être un petit peu ambigu. Oui, que tu es censé interpréter d'une certaine manière quand tu connais pas la fin, mais que une fois que tu le revois, quand tu sais qu'il est gentil, tu peux l'interpréter d'une manière tout autre. Quoi. C'est ça. Et c'est très bien fait pour le coup. J'avais parlé dans les films précédents du fait que comme on sait que Rogue est sympa, tout ça, il y a une tension qui tombe à l'eau. Et là, je trouve que c'est très bien fait parce que du coup, tu dis que les derniers livres étaient sortis, donc on savait qu'il y avait une résolution avec Rogue, tout ça. Et le film fonctionne très bien, même en sachant
que Rogue finalement va être gentil. Puisque moi j'étais très impliquée dans cette scène-là. Bah parce que c'est tragique, même si on sait qu'au final il le fait pas d'une manière mauvaise et qu'il le fait avec l'accord de Dumbledore. Le fait qu'ils doivent tuer son mentor et qu'ils doivent aussi se faire passer pour quelqu'un qui tuerait Dumbledore, il y a quelque chose de déchirant, quoi. Exactement. Et donc cette scène, je trouve qu'elle fonctionne très très bien, que les deux acteurs sont super. Parce que c'est vraiment juste un échange de regards très bref, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et donc voilà, moi je pense que quand Dumbledore dit please, c'est qu'il convainc Rogue, il lui dit vas-y, allez, en gros, te dégonfle pas, c'est le moment de me tuer. Et donc je pense qu'ils avaient déjà parlé avant du fait que c'était sans doute l'issue possible, puisque Dumbledore, il est pas con, il avait bien compris aussi que Malfoy essayait de le tuer, tout ça. Et donc j'imagine que c'est parce que Dumbledore a bien compris que pour que la prophétie s'accomplisse et pour que Harry arrive à ses fins, il faut que Dumbledore meure à un moment. Je sais pas si c'est ça, mais... Non, bon, ça, je vais te le dire parce que c'est pas hyper... tu vois sa main qui est noircie. En fait, il a chopé ça en récupérant un Horcrux, qui est la bague qu'il a détruite. Mais du coup, il sait qu'il va mourir, en fait. C'est comme s'il avait un cancer. Enfin, il sait qu'il est condamné. Et du coup, c'est une manière aussi... de profiter, entre guillemets, de ça pour placer Rogue dans une position de pouvoir vis-à-vis de Voldemort, pour empêcher Malfoy de se corrompre en le tuant et de passer définitivement du côté sombre. Donc, il y a tout ça qui se met en place à ce moment-là, quoi. Oui, donc c'est une mort qui est très honorable, en plus, évidemment. Ça. Mais oui, ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait, même en ayant peu de souvenirs sur le rôle exact de Rogue. Je trouve que là, ça fonctionne hyper bien et que Alan Rickman le joue à la perfection, et même dans la scène d'affrontement avec Harry juste après, on sent qu'il se sent coupable en fait face à Harry, alors qu'ils sont en affrontement depuis le début tous les deux et on voit surtout du mépris de la part de Rogue pour Harry depuis le début. Et là non, en fait, quand Harry lui court après et lui dit t'es qu'un lâche, tout ça, on sent que Rogue est affecté, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces scènes. Je voulais faire un petit point sur les deux différences avec les livres, même si tu me l'as rappelé pendant le visionnage, on va t'entendre. Mais c'est pas comme ça dans le livre. Mais on s'en fiche. Je vais quand même en parler, si ça te va. Il y a deux trucs dont je voulais parler. J'ai déjà mentionné quelques petites différences, mais il y a deux choses assez majeures. Déjà, la bataille finale dont on parlait là, où en fait, t'as des mange-morts qui se sont introduits dans Poudlard au même moment. Comme Harry se doutait que Malfoy allait faire quelque chose, ils ont prévenu, il y a Hermione, Ginny et Ron qui ont prévenu en fait les membres de l'Ordre du Phénix, et du coup, il y a des membres de l'Ordre du Phénix qui sont venus aussi. Donc là, il y a une confrontation entre plus de personnes. Et il y a une bataille où Ron, Hermione et Ginny en réchappent parce qu'ils ont pris ce qui restait de potions de Félix Félicis. Mais il y a un personnage qui ne meurt pas, mais qui est blessé et de façon très violente, c'est Bill Weasley, qu'on n'a pas encore découvert dans les films, qui va apparaître dans le prochain film, qui est le frère aîné des Weasley, et qui, lui, en fait, est attaqué par un loup-garou qu'on voit dans le film, qui s'appelle Greyback ou un truc comme ça, qui a vraiment une sale tronche. C'est le mec horrible, là. Ouais, voilà. Oui, mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ils ont fait la scène dont tu parlais, qui n'existe pas au terrier. En fait, c'est un peu... ils ont transposé la bataille finale un petit peu dans cette scène du terrier. Non ? Oui, un peu. En fait, le truc, moi j'aime bien Bon, après, je comprends pourquoi ils l'ont coupé, mais en fait, t'as toute une autre intrigue qui coupe aussi, qui concerne Bill aussi, c'est que Bill est en couple avec Fleur de la Cour. Donc la Fleur du numéro 4, depuis un peu plus d'1 an. Ils se sont rencontrés à Gringotts pendant qu'elle était stagiaire. Fleur passe beaucoup de temps au terrier, vit chez les Weasley, sauf que Madame Weasley ne peut pas la saquer, et que Fleur, comme elle est très prétentieuse et française, elle fait tout le temps des remarques hyper genre « Oh, this food is not very good » ou « Oh, c'est horrible cette musique, qu'est-ce que c'est cette horreur ?» Et donc, elles peuvent pas se saquer. Et il y a un moment, moi, que j'aime beaucoup dans le livre à la fin, c'est quand, justement, Bill, il est défiguré et on ne sait pas quelles vont être les conséquences, on ne sait pas s'il va être loup-garou ou pas. Et Mrs. Weasley, elle le voit, elle commence à pleurer et elle se dit il allait se marier. Et t'as Fleur qui lui dit What do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il allait se marier? Vous pensez qu'il va plus vouloir de moi maintenant? Et Mrs. Weasley dit bah non, mais je pense. Elle dit vous pensez que moi je vais plus vouloir de lui? Je m'en fiche, je suis assez belle pour nous deux. Et puis ce que ça veut dire, c'est que mon homme est courageux ou un truc comme ça. Et après elles se prennent dans les bras l'une de l'autre et elles commencent à pleurer. Et enfin c'est une scène qui est assez jolie que moi j'aime bien dans les livres et j'aime bien l'histoire de Fleur et Bill et je trouve ça un peu triste que ça ait été coupé même si je comprends pourquoi. Mais enfin bon, du coup, je voulais faire un petit point là-dessus.
avant de conclure cet épisode, qui va mourir dans les 2 derniers volets? Fred. Tu t'en souviens? Oui. Harry Potter, de toute évidence. Voldemort. Rogue, il va pas mourir. Ce sera un bel arc de rédemption, tu vois. Et après, je pense Tonks, soit Lupin. Je sais que Ginny et... Enfin, en fait, à la fin, Ginny et Harry, ils sont ensemble, ils ont plein d'enfants, c'est ça. Donc, il va pas mourir vraiment. Et elle non plus. Ron et Hermione non plus, parce qu'ils s'aiment et ils sont amoureux. Et t'avais dit Dobby, quand même. Ah, et Dobby, ouais, c'est vrai. C'était Ami. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. N'oubliez pas de suivre le compte Instagram Ami le podcast. Tout à fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le premier volet, enfin le 7e film, qui est la première partie du 7e livre. Voilà. Et sachez que si vous voulez assister à l'enregistrement du dernier épisode sur la saga Harry Potter, donc sur le 8e film, c'est possible puisqu'on l'enregistrera au hasard ludique le 10 septembre à partir de 20h. Vous pouvez réserver vos places en ligne, donc vraiment si vous voulez vous joindre à nous, on aura une petite séance de questions-réponses à la fin, on a prévu plein de trucs, plein d'activités, on lancera des sorts avec vous, voilà, ça va être trop cool. Donc à un moment, il y a Harry qui prend une potion de chance, Félix Félicis. Ce qui est très marrant, c'est que je pense que l'inspiration de Daniel Radcliffe à ce moment-là était peut-être des films ou des gens qu'il avait vus sous certaines substances, parce que c'est assez étonnant. You know what I mean? No. Trust me, I know what I'm doing. En fait, c'est de la coque, le... On dirait quelqu'un qui a pris de... Et il y a un moment un peu étrange où Dumbledore demande à Harry si lui et Hermione, il se passe un truc entre eux, quoi. Oui, en fait, je pense que le film est quand même très bon pour montrer le lien très fort de mentor que Dumbledore a avec Harry. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est Harry qui est avec Dumbledore. Mais là, c'est hyper maladroit la manière dont c'est fait. She's brilliant, and we're friends. But no. Mais d'où Dumbledore, il lui demande et alors, tu couches avec Hermione ou pas? C'est bien ce cours d'exposition qui nous dit tout ce qui va se passer dans le film. Tonks, on dirait Julienne Casablancas. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il est trop stylax, Dumbledore. C'est quand même moins bien que Twin Peaks The Return. Putain, les meufs dans ce film, elles prennent en main leur désir, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son lion sur la tête, elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait? Bah, c'est quoi le lion? Ah, c'est Gryffondor? Mais elle fait quand même pitié, quoi. C'est vraiment la Phoebe de cet univers. J'ai rien compris. Il a été empoisonné par l'alcool. Ron? Ouais. Oui. Mais l'alcool était destiné à Dumbledore.